On plante sur une histoire méconnue. Il y a 110 ans, ici même, dans le port de Marseille, débarquent 10 000 marins russes. Ils vont notamment aider l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. Ils combattent dans la région Champagne-Ardenne avant d'organiser une énorme mutinerie. Plus d'un siècle plus tard, la ville de Marseille leur rend hommage. Difficile de reconnaître au milieu de toutes ces photos exposées au musée d'histoire de Marseille, celle où figure peut-être son grand-père. C'est mon grand-père, monsieur André Petroukine, qui est donc venu pendant la Première Guerre mondiale avec tous ses compatriotes pour aider la France pendant la guerre. Tout commence le 20 avril 1916 avec l'arrivée de la première brigade de corps expéditionnaires russes à Marseille. 10 000 hommes accueillis comme des sauveurs défilent dans les rues principales de la ville. Quelques jours plus tard, ils combattront sur le front de l'Est. La révolution russe de 1917 va changer la donne. Les soldats ont désormais des droits, ils contestent la guerre et ses conséquences. Refusent d'obéir aux ordres, ils sont rapidement parqués dans un camp du centre de la France dont certains ne reviendront jamais. Il y a eu de juin à mi-septembre des ultimatums lancés par les états-majors français et russes auprès des soldats. Et le 16 septembre, ils ont canonné les mutins. Le camp de la Courtine a été canonné pendant 3 jours. Pour les organisateurs, ces événements commémoratifs sont un plaidoyer pour la paix et la fraternité. Quand je vois les visages de ces soldats russes qui sont quittés leur foyer, leur famille, je me demande de quoi ils ont pensé, de quoi ils ont rêvé. La moitié sont restés à jamais en France, dans la terre française. De l'association La Courtine 1917, une association qui s'est créée il y a de cela une douzaine d'années pour faire vivre la mémoire du corps expéditionnaire russe et aussi parler et faire vivre ceux qui se sont comportés comme
des héros, mais qui furent rapidement des proscrits et sont devenus des lutins. Vous allez apprendre les détails de toute cette épopée, de toute cette histoire avec le film qui va être projeté tout à l'heure, 20 000 bougies sans importance. Et nous aurons l'occasion, dans le débat qui va suivre, de donner toutes les précisions sur ce que signifient ces termes héros, proscrits et lutins. Donc c'est le 110e anniversaire de l'arrivée au port de Marseille des bateaux qui transportaient dans ces 10 000 hommes de la première brigade russe de ce corps expéditionnaire. 3 autres brigades arriveront fin juillet, mais elles arriveront par Brest. Elles prendront le trajet qui passe d'Arkhangels et la mer du Nord, un trajet qui sera beaucoup plus court, 3 semaines, alors que les soldats qui sont partis de Moscou en février, ils ont rejoint le port de Dairen en face du Japon en 3 semaines de train pour traverser la Sibérie, et après ils ont passé 72 jours de bateau dans des conditions très difficiles, du point de vue des conditions, du climat et aussi de la rigueur exigée par les officiers et l'état-major qui ne se privaient pas pour utiliser vis-à-vis des soldats du rang les exactions et puis les châtiments corporels. Donc on discutera de tout ça tout à l'heure. Il nous a semblé très important, avec l'association partenaire Perspective, de faire ces 4 initiatives qui ont lieu durant ces 2 jours. Ce matin, on était au lycée Jacques Chirac, avec des classes de seconde et de première, 70 élèves, je crois, prof d'histoire, prof de russe, et nous avons eu un débat intéressant avec beaucoup de questions. C'est très bien passé, ouais. C'est vrai. Et les jeunes, elles ont posé plein de questions. On était vraiment très heureux. Oui, très bien. Donc demain, nous aurons une cérémonie à 11h au square Monticelli devant la stèle en hommage aux soldats russes. Et puis l'après-midi, nous nous retrouverons à 16h30, si j'ai bonne mémoire, à la Maison des Associations, pour une après-midi un peu comme celle-ci, qui va consister en film, débat, musique, puisque aujourd'hui on va clore, si je puis dire, en 40 minutes, par un petit spectacle qui vous sera donné de chansons et de musique, pas simplement russe, mais où le pacifisme sera mis à l'honneur. Voilà. Vous êtes ? Merci Jean-Paul. Bonjour chers amis. Je suis Gozela Guichenan, la rédactrice en chef de la revue bilingue Perspective et la coordinatrice des projets de notre association franco-russe Perspective de Marseille. Merci beaucoup d'être venus. Notre association œuvre depuis 23 ans autour de la langue et la culture russe à Marseille. Et nous étions très heureux et très enthousiastes à répondre à la proposition, aux initiatives de l'association La Courtine 1817 d'organiser 2 journées de commémoration exactement à Marseille. Oui, vous avez un programme très intéressant et très riche. Si je peux dire 2 mots sur notre association, sur Marseille, notre association assure les cours de russe pour adultes, les cours de russe sous forme ludique pour les petits. Nous éditons une revue bilingue franco-russe qui s'appelle Perspective, qui existe aussi depuis 2003, depuis 23 ans. On organise des manifestations culturelles sur Marseille et on est très heureux, Jean-Paul, s'associer aux initiatives au Marseille et organiser ces 2 journées. C'est une très belle, c'est un exemple formidable de collaboration entre 2 associations des régions différentes en plus. Merci. Je voudrais d'abord remercier le musée d'histoire, son directeur, M. Denise, qui va nous rejoindre très bientôt, je pense, et qui sera invité à dire quelques mots sur ce musée. Remercier aussi Vincent, qui s'occupe de toute la logistique et qui va passer les MP4, le film et compagnie. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, on va donc commencer par une introduction qui sera faite par quelqu'un du cru, quelqu'un du coin, qui est historien, Jean-Yves Le Naour, qui est parmi nous et qui va, spécialiste de la guerre de 14-18,
qui va brosser, je suppose, ce qu'a été l'année 1915-1916, donc avant qu'on attaque avec le film proprement dit. Voilà. Novembre 1915. En France, le front s'est stabilisé dès les premières offensives. Mais malgré l'apport massif des soldats coloniaux, nous manquons déjà de réserve. La Russie tsariste, elle, dispose d'un véritable réservoir humain, mais souffre d'une réelle pénurie en matière d'armement. Un accord entre nos deux gouvernements permettra d'échanger des troupes fraîches contre des armes performantes. Chers amis, eh bien, il y a presque 100 ans, il y a 110 ans, pardon, puisque c'était le 20 avril 1916, les soldats russes débarquaient à Marseille. Marseille, cette fameuse porte de l'Orient, qui avait vu déjà défiler tant de soldats venus d'horizons différents, et notamment des tirailleurs sénégalais, des troupes anglaises, bien sûr, des troupes indiennes, car on n'avait pas eu l'habitude de voir des soldats indiens sur la Canebière. D'ailleurs, ça a été un moment particulier, puisqu'ils ont tellement été applaudis qu'ils ont posé leurs fusils sur le sol pour applaudir la foule qui les applaudissait. Ils n'avaient pas l'habitude d'être traités comme ça, si vous voulez, par les Anglais. Et puis, bien sûr, des ouvriers kabyles, des tirailleurs algériens, anamites, etc., etc. Mais voilà les Russes qui arrivent. Et c'est le 15 avril, puisque à partir du moment où ils passent le canal de Suez, la rumeur commence à se répandre, il y a quelques coups de téléphone. Le 15 avril, les soldats russes sont en route, ils vont arriver à Marseille. Et les Marseillais sont assez dubitatifs, parce qu'en fait, des histoires de débarquement de soldats russes, il y en a déjà eu depuis 1914. En fait, dès août 1914, au moment où il y a l'invasion du pays, il y a tout un tas de rumeurs qui se développent. Vous savez, vous avez toute la retraite et vous avez l'impression que 1870 se rejoue. Et donc vous vous accrochez à tout un tas de bobards, de rumeurs. Même Marc Bloch, on va panthéoniser bientôt, raconte dans son journal qu'il a cru à un certain nombre de rumeurs, comme quoi Berlin allait tomber pris par les Cosaques, etc. Et la rumeur du débarquement de soldats. On aurait vu 60 000 soldats russes en Angleterre. 60 000 soldats russes auraient débarqué au Havre. Et tout cela allait changer les choses en août 14. On voit bien qu'au moment de la défaite, on se raccroche à quelques rumeurs comme ça qui nous disent que finalement on va renverser le cours de la guerre. Et puis c'est toujours le thème, vous voyez, de la Russie immense réservoir, et puis rouleau compresseur. Alors il y avait quand même quelque chose de vrai dans ces histoires, c'est que Théophile Delcassé, qui était le ministre des Affaires étrangères, avait, le 30 août 1914, alors ça va très mal à ce moment-là, on est quelques jours avant la Marne, les Allemands sont à Amiens, eh bien, il avait demandé officiellement à ce que des soldats russes soient transférés sur le front occidental, mais évidemment c'était trop tard, et les Russes avaient d'autres chats à fouetter. Mais voilà, nous sommes en 1916, et voilà que des navires sont en train de voguer vers Marseille, le Ladouche-Tréville, l'Himalaya, le Sontel, le Tambov, le Yaroslav, avec presque 10 000 soldats à bord, après avoir fait un long voyage. Alors que viennent donc faire les Russes en France, que viennent-ils donc faire ici sur la Canebière? Eh bien, cette idée, elle vient, donc vous voyez, elle était déjà dans les têtes des août 14, l'idée que la Russie est inépuisable, parce que la France a des limites. La France est un pays de 39 millions d'habitants et qui combat un ennemi qui est supérieur en matériel et en nombre, 65 millions d'Allemands. Donc c'est se dire, ah oui, mais nous sommes alliés avec un allié de revers, la Russie, qui a plus de 115 millions, 120 millions, c'est pas exactement, il y a des recensements, mais enfin, ces chiffres sont pas tout à fait sûrs. Donc ça paraît complètement inépuisable. Et puis la France est une nation industrielle qui produit des canons, qui produit des fusils, alors que là, ici, il n'y a pas. On est obligé de mobiliser en France, vous voyez, 39 millions face à 65 millions d'Allemands, on est obligé de mobiliser jusqu'à 48 ans. On creuse on gratte les fonds de tiroir. Et il y a des commissions de réforme, même des gars qui n'avaient pas fait leur service parce que pour les yeux, les pieds, les machins, etc. Là on prend tout, les petits, les gros, les malins, vite, il nous faut des soldats.
Et, alors que côté russe, on ne peut mobiliser qu'un tiers des hommes parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Il y a notamment il y a pas un fusil pour 3 hommes. Donc, pas un fusil pour 3 hommes, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils s'entraînent avec des gourdins. Ils montent au front avec des morceaux de bois. Ça doit être très plaisant d'aller au front face aux Allemands avec un morceau de bois dans les mains. Et donc on leur dit, si un soldat qui a un fusil tombe, ben, vous meurt, ben, vous ramassez le fusil. Voilà. Bon, il faut partir à l'assaut comme ça. Donc, d'un côté, un pays qui manque de matériel, mais qui a des hommes. De l'autre côté, un pays qui n'a pas assez d'hommes, mais qui a du matériel. Donc il y a déjà cette idée, tiens, et si on faisait un petit échange, cette idée elle est clairement dite à la Commission des Affaires étrangères en décembre 1915, à l'automne 1915, pardon, et si on procédait à un échange, on vous donne des fusils, on vous donne des canons, des obus, mais si vous pouviez nous donner des hommes. Et là, il y a des chiffres absolument fous. On envisage 1 million d'hommes, 1 200 000 soldats russes. Mais envoyez-nous tous vos paysans que vous ne pouvez pas armer. Ça nous fera 1 million de soldats en plus, on va les armer là. Là, cette fois-ci, on va enfoncer les Allemands, parce que ça se passe mal en 1915 sur le front. Déjà, la victoire, enfin je veux dire, la guerre devait être courte, et puis finalement, elle a failli être courte d'ailleurs. Hein, les Allemands ont failli prendre Paris, il y a eu la bataille de la Marne, ce fameux miracle de la Marne, qui a tout retourné la situation, et puis ensuite, chacun a essayé de se dépasser en remontant vers le nord, et puis quand on a atteint la mer du Nord, le front s'est figé, donc aux alentours d'octobre-novembre. Et là, il y a un front de 700 km, et le front, ben, voilà, comment percer le front? Et en 1915, Joffre lance tout un tas d'offensives en Artois, en Champagne, et en Champagne, avec des fronts limités, on multiplie les expériences. Par exemple, on va bombarder, le problème c'est les barbelés aussi devant. Alors on va bombarder très longtemps pour briser les réseaux de fils de fer barbelés, mais si on bombarde très longtemps, l'ennemi sait qu'on va attaquer. Alors, c'est un échec, hein, les hommes partent et l'ennemi a apporté des renforts. Bon. Alors, il ne faut pas bombarder longtemps, comme ça l'ennemi n'a pas le temps d'apporter des renforts. Oui, mais si on ne bombarde pas longtemps, les réseaux de fils de fer ne sont pas détruits totalement, et donc on aboutit à l'échec. Est-ce qu'il faut attaquer sur un front, sur combien de kilomètres? Un petit front très court, un front plus large de 10 km? Est-ce qu'on fait des tenailles? On attaque en Artois et en Champagne en même temps, ce qui fait que l'ennemi ne peut pas faire circuler ses renforts, etc. L'année 1915 passe ainsi avec des expériences qui coûtent 320 000 morts. 320 000 morts pour rien. 5 km de terrain en Artois, 12 km en Champagne. 320 000 soldats français sont morts ainsi pour rien. 360 000 sont morts en 1914. Vous imaginez? Et là, c'est pour ça qu'on se dit, mais il faut trouver d'autres soldats. Hein. Et donc il y a cette idée de faire venir des Russes. Et puis ça ne se passe pas en Russie. Ça ne se passe pas en Russie puisque l'Allemagne ne veut pas se battre sur 2 fronts. Elle se dit, si je dois diviser mon armée sur 2 fronts, je ne vais jamais réussir à gagner. C'est pour ça que le plan Schlieffen, le plan des Allemands, consistait à d'abord écraser la France rapidement, au mois d'août-septembre 14, et ensuite se reporter sur la Russie, qui est plus longue à mobiliser, et la vaincre ensuite. Mais ainsi, on ne divise pas ses forces. Sauf qu'il y a eu la bataille de la Marne, et le front s'est enquisté. Et ça, ce n'était pas prévu. Alors, 1915, on inverse le plan Schlieffen, les Allemands décident d'être sur la défensive à l'ouest, face à la France, et de frapper un grand coup en Russie pour l'éliminer de la carte de la guerre. Si on n'arrive pas à la vaincre, en tout cas, on va lui donner un tel coup que ça l'assommera pour longtemps. Et effectivement, il y a 400 km de prix, Varsovie, qui était dans la Pologne russe, est pris par les Allemands. Voilà, c'est toutes les grandes citadelles aux portes de l'Empire, Brest-Litovsk, Kovno, Ivangorod, Vilnius, tout ça tombe aux mains des Allemands. Donc il y a une situation un peu désespérée côté russe, et il commence à y avoir des rumeurs de révolution. On parle déjà de la chute du tsar, et la noblesse ne croit absolument plus à la victoire. En même temps qu'il y a des rumeurs de révolution, il y a aussi des rumeurs de paix séparée. Donc, échanger des soldats, faire venir des soldats, et ça serait aussi une façon de réactiver l'unité des Alliés et d'empêcher finalement des discussions et peut-être une paix séparée. Donc il y a, au départ, c'est des questions purement militaires, et puis les questions politiques, diplomatiques viennent se glisser là-dedans.
Donc, le sénateur Paul Doumer, futur président de la République, qui sera assassiné en 1932, est dépêché en Russie, et donc sa mission aboutit, il arrive à convaincre, mais pas autant qu'il voulait, parce que je vous ai dit, les Français ils rêvaient de 500 000 hommes, 1 million d'hommes, etc. En fait, on va commencer avec quelques brigades, et puis ça n'ira pas beaucoup plus loin, parce que le tsar est réticent, et surtout les militaires sont réticents d'envoyer des hommes comme ça à l'étranger, en dehors de leur terre. Alors ça commence avec quelques brigades, et notamment cette première brigade qui fait un incroyable voyage à partir de février 1916, février à avril, vous voyez, hein. D'abord, on les réunit à Moscou, ils doivent traverser la Sibérie, transsibérien. En février, les températures, c'est la Sibérie, hein, donc c'est des températures parfois de moins 40 degrés, et ils ont un poêle dans leur wagon. Alors les portes sont fermées, et il y a un poêle, donc ils n'ont pas de froid, mais ils s'intoxiquent. Ils arrivent sur la côte asiatique, dans les ports coréens, complètement dans un état intoxiqué par l'oxyde de carbone. Ils sont malades, et puis voilà qu'ils prennent le bateau, et pour la France, surchargés, entassés dans les cales. Le voyage, c'est pas du tout une croisière, hein, c'est pas sympathique du tout, et là aussi très pénible, hein, avec son lot de malades, bien sûr, mal de mer, et puis maintenant c'est la chaleur dans les cales. Quand vous passez effectivement en Asie du Sud-Est, vous crevez de chaleur dans les cales, après avoir crevé de froid en Sibérie. Et il y a déjà les premières mutineries, à cause de la nourriture. Hein, on a acheté de la viande qui était avariée, avec des vers, elle sent mauvais, etc. On va la faire manger aux soldats, ils ne sont pas d'accord. Non, c'est les premières rébellions. Hein, et bien voilà, c'est à Singapour, et les officiers, comment l'ont-ils brisé? Vous savez qu'il y a des châtiments corporels, hein, dans l'armée russe, il ne faut pas plaisanter. Eh bien, on va prendre 10 hommes, et on va dire, voilà, on les fusille si vous ne mangez pas. Eh bien, évidemment, les soldats ont mangé, pour que leurs camarades ne soient pas fusillés. Tout le monde mange. Alors après Singapour, c'est Colombo, Djibouti, Suez, et puis, voilà que les bateaux arrivent à Marseille. Et là, c'est la surprise. Pour la presse française, ça avait été le silence. On n'en parlait pas dans la presse. Tout ça, c'était dans la diplomatie, c'était secret. Donc les Russes arrivent à Marseille, défilent à Marseille. Alors comment comprendre cela? Ça a été un énorme enthousiasme, mais toute la presse en parle. Et il dit, oh, vive nos grands alliés, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que ça dit? Alors il y a tous ceux qui disent, ça raffermit notre alliance indéfectible, etc. On va broder, bien sûr, sur ce thème, mais n'empêche quand même, ça pose des questions. Alors vous avez aussi ceux qui critiquent. Alors, on n'est pas très critique pendant la guerre, évidemment il y a la censure, l'autocensure, et puis il faut toujours dire qu'on va gagner, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez par exemple la royaliste Action française qui dit, voilà, c'est une preuve de faiblesse, si on a besoin de renfort. Alors cette faiblesse, c'est pas celle de l'armée française, c'est celle de la République, bien sûr. Hein, si la France était une monarchie, ça irait beaucoup mieux. Je vous cite l'Action française, je cite Charles Maurras. Paris, qui tint tête à l'Europe quand il bénéficiait des 1000 années de l'organisation capétienne, est réduit à se couvrir d'armées anglaises et d'armées russes pour avoir subi 127 ans les différents microbes de la démocratie, de la Révolution et de la République. 127 ans, ça remonte 14 juillet 1789 à 15h. C'est là que commence le déclin. Il y en a encore qui tiennent ce genre de discours à la télévision. Son nom commence par un Z. Alors, et puis vous en avez d'autres aussi, inversement, qui voient le signe d'une future démocratisation de la Russie. Ils disent, comment ces hommes fouleraient-ils le sol de la France, terre de la liberté? Donc ça c'est dans La Victoire, le journal La Victoire. Comment ces hommes fouleraient-ils le sol de la France, terre de la liberté, sans devenir des citoyens libres? Hein, ça c'est un vieux truc, c'est la terre de France qu'on libre. Il ne peut pas y avoir d'esclaves en France, très très vieux, mais bon. Comment leur gouvernement oserait-il confier à la France ses enfants s'il n'était décidé à introduire dans la Sainte Russie l'évangile des droits de l'homme et du citoyen? Donc, oui, c'est porteur, c'est annonciateur d'une démocratisation et d'une révolution, d'une certaine façon, en Russie. On n'imagine pas que le pays de la Révolution, comme la gauche pensait être, la France, que le pays de la Révolution bientôt sera effectivement sera la Russie. Alors il est 13h30, ce 20 avril 1916, et les navires sont signalés au large. Ils arrivent. Une forme apparaît au loin, puis c'est la corne de brume du Latouche Tréville qui retentit,
Les Russes arrivent, 14 heures, le premier bâtiment entre dans le bassin et accoste au môle D du côté du cap Pinède, c'est entre le Vieux-Port et les Stacks. Alors les officiels sont là sur le quai, mais on n'a pas communiqué, par peur des sous-marins allemands, on n'a pas dit demain, venez à 14h, applaudir. Non, non, c'est toujours secret, silence sur les déplacements des soldats. Donc c'est un peu la surprise et il y a des Marseillais qui viennent, mais c'est un peu évidemment, il n'y a pas grand monde, puisque c'était pas quelque chose d'annoncé. Donc ils sont alignés sur les bateaux et la musique joue l'hymne russe, joue la Marseillaise évidemment, et ils commencent à débarquer, Hourra, Hourra, etc. Et ils commencent à débarquer à 15h, salués par les hussards, sabre au clair, et par des régiments territoriaux. Les territoriaux, c'est les soldats les plus âgés et qui présentent les armes, garde à vous devant ces soldats, dont on a tenu l'arrivée discrète. Alors, bravo, viva, acclamation, et notamment pour un enfant de troupe, dont vous voyez la photo dans l'exposition qui est dehors, on ne sait pas trop s'il a 12 ans, 14 ans selon la presse. Voilà, et surtout, ce qui surprend, c'est la beauté de ces soldats. Ils sont grands, ils sont beaux. Alors, c'est vrai que les Français sont pas, on dit une petite race. À l'époque, on parle dans le mot race, c'est très employé. Hein. Mais là, les soldats russes, on dit c'est incroyable, beau, géant, hein, dit l'éclair, troupe d'élite, dit le petit provençal. Alors, il faut savoir que, comme on ne mobilise pas tout le monde, on a pu les sélectionner. Et effectivement, comme ce sont un peu des représentants de la Russie, on a pris des grands, des costauds. Ça sera même la même chose pour les Américains. En 1917, il y avait 21 millions de mobilisés. Sur les 21 millions, ils en ont envoyé 2 millions en France entre 17 et 18. Ils ont choisi que des grands, des costauds, etc. Ce qui fait que les Français sont admiratifs devant ces gaillards. Hein, ils sont quand même choisis. Et donc ils sont conduits au camp Mirabeau. Hein, et là, ils sont... les Marseillais viennent les voir le soir, ils prennent le tramway. C'est vraiment des soldats exotiques, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec les soldats indiens. Il faut que j'avance un peu plus vite, sinon je suis en retard. Mais le soir, les officiers planquent leurs hommes, les officiers russes planquent leurs hommes et vont sabrer le champagne dans les grands hôtels de Marseille. Alors là, c'est des toasts à n'en plus finir sur la fraternité d'armes entre la France, la Russie. Nastao, hop, on fait un toast, etc., etc. Et leurs hommes, pendant ce temps-là, ils ne mangent pas. Alors que eux, c'est toast, etc. Et leurs hommes ne mangent pas parce que, comme c'était tellement secret qu'en fait, rien n'est prévu. Voilà, bienvenue en France. C'est toujours un petit peu l'improvisation, la préparation qui est reine. Et donc, il y a une cuisine roulante pour 10 000 hommes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, la majorité, n'auront pas à manger, ils se taperont sur le ventre. Hein, voilà. Alors, il n'était pas prévu qu'ils défilent dans Marseille. Et ils devaient prendre le train le lendemain pour le camp de Mali, pour s'entraîner, etc. Et simplement, les Marseillais ont tenu. C'était comment les soldats russes sont là, on veut absolument un défilé, etc. Donc, ils vont défiler le 21 avril, après un petit office religieux, avec pop, etc. Ils se mettent donc en route du camp de Mirabeau, qui est quand même vers les Stacks, hein, c'est quand même pas à côté, en rangée par 8. Et quand ils entrent dans la cité phocéenne, ils arrivent par la porte d'Aix. On les entend arriver, d'abord les bruits de bottes, bien sûr, mais surtout les hurrahs et les acclamations des Marseillais. Et les Marseillais savent, à partir de 8h, ils savent qu'ils vont entrer dans la ville. Donc ils sont là, sur les trottoirs, sur les cafés, aux fenêtres. Ils sont là depuis 8h du matin. Alors qu'en fait, les hommes vont arriver plutôt vers 9h30, ils vont défiler vers 9h30, 10h. Et donc on les attend, et c'est du délire. Les fenêtres sont pavoisées aux couleurs françaises, aux couleurs russes, bien évidemment. D'ailleurs, c'est à peu près les mêmes couleurs, mais pas tout à fait dans le même sens. Et ils sont décorés de fleurs. Hein. Ils passent par le cours Belzins, ils traversent la porte d'Aix, juste à côté de l'hôtel où vous êtes, l'association de la Courtine 17. Et ils traversent le cours Belzins, le cours Saint-Louis. Alors là, c'était le cours aux fleurs, donc on leur donne des fleurs au fusil, etc. Des brins de muguet pour le pop, etc., etc. Et ils sont applaudis, vraiment des acclamations à n'en plus finir. Ils continuent sur la rue de Rome, hein, je dis ça pour ceux qui connaissent bien Marseille, ils passent devant la préfecture, là c'est toutes les huiles, le général qui commande la 15e région, le préfet, le maire Eugène Pierre, le préfet Schramek, etc. L'orchestre est là pour jouer Régiment de Sangremeuse, bon, voilà, l'exotisme pour les Russes. Vive la Russie, vive la France,
tous les officiers sont là, un russe qui a pas les boches, un officier russe, dans un français parfait. Hein. Alors là, il est applaudi, oh, bravo, bravo, bravo. Et ensuite, devant la préfecture, ils reprennent la rue Saint-Féréol. Il y a tellement de drapeaux en haut de la rue Saint-Féréol sur les étages qu'il paraît que ça crée une voûte, comme une voûte, tellement il y a de drapeaux. Et puis, la rue Saint-Féréol débouche sur la Canebière, comme vous le savez. Ils tournent à gauche pour arriver sur le Vieux-Port, qui est des Neiges, puis à droite, ils prennent la rue de la République pour retourner au camp de Mirabeau. Donc ça a été un défilé quand même absolument exceptionnel. Tout le monde ne l'a pas fait, ce défilé, puisque les hommes ils vont se taper effectivement des kilomètres du camp de Mirabeau jusqu'à Marseille, puis le retour au camp de Mirabeau. Mais les officiers supérieurs, eux, à la préfecture, sont montés dans une voiture. Ça leur venait mieux. Donc c'était là, à 100 mètres d'ici, 100 mètres là, le Belzins, et puis là, juste derrière, sur la rue de la République. Voilà, c'est partout la foule, partout pluie de fleurs, partout la joie, l'enthousiasme, vive la Russie, vive la France. Ce 21 avril est un jour de communion. Les ennuis ne viendront que plus tard. Hein, bientôt les héros ne seront plus des héros et les héros deviendront des mutins. Et ils seront effacés de notre mémoire nationale. Même pas complètement. Une petite association travaille et milite depuis des années pour faire revenir ces soldats dans notre mémoire. Mais tout cela, la suite, après l'arrivée à Marseille, la suite, tout ça, c'est une autre histoire que vous allez découvrir avec le film 20 000 bougies, sans importance. Merci à vous. Avant de passer maintenant aux échanges, au débat entre nous, j'aperçois M. Denis, directeur du musée d'histoire, qui est là. Peut-être souhaite-t-il dire quelques mots? Je pense. Et j'ai quand même pu savourer la qualité et l'intervention de M. Le Naour et du film. On est très heureux évidemment d'accueillir nos amis de Creuse, une association de la Courtine. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Merci à M. Le Naour de nous avoir mis en relation. On garde un très bon souvenir aussi de vos interventions précédentes ici au musée d'histoire. Donc c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Et puis vous mettez le doigt voilà, sur des histoires qui méritent, des histoires humaines, des histoires qui ont laissé des traces, évidemment, et qui méritent d'être rappelées, et d'autant plus dans le contexte que nous vivons actuellement. Donc il est important que les musées se saisissent de toute occasion possible pour rappeler que l'histoire contemporaine n'est pas faite que de ces incompréhensions, ou de ces rivalités, ou de ces choses qui sont relayées des fois sans compréhension de l'histoire un peu profonde. Et le film, et votre intervention et votre action, l'exposition, toute l'action que vous menez dans les établissements scolaires, évidemment, c'est très, très important. C'est le rôle aussi d'un musée comme le nôtre, de faire ce travail un peu militant auprès d'une génération jeune. Notamment, il y a un enjeu énorme, évidemment, pour que les enfants soient conscients de ces histoires. Donc voilà, on vous accueille avec grand plaisir et je sais que vous intervenez encore demain, semble-t-il, oui, dans des établissements scolaires. Moi, c'est pas pour ouvrir le débat, mais j'avais un peu une question, c'est aujourd'hui, puisque vous êtes donc vous résidez à la Courtine, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, si en Limousin, en Limousin, Creuse, ouais. Est-ce qu'à la Courtine même, je sais situer la Courtine sur une carte, mais je ne connais pas, oui. Est-ce qu'il y a des lieux de mémoire, est-ce qu'il y a des formes de commémoration qui sont organisées, qui ont le genre de traces dans les familles? Peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un nom à consonance russe qui habitent encore à la Courtine, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je serais assez curieux de savoir comment cette mémoire est traitée aujourd'hui. Voilà, c'est une interrogation que je pouvais avoir. Merci à vous, merci beaucoup. Peut-être pour répondre directement à cette question avant d'en prendre d'autres, cette mémoire, elle s'imprime à la Courtine aujourd'hui et depuis maintenant 1 an, d'une certaine façon. Notre association a eu pour objectif, avec la municipalité, avec la communauté de communes qui regroupe 60 petites communes de Creuse et de Corrèze, de
de faire un chemin de mémoire qui raconte toute cette histoire. Et ça a été un travail très long d'élaboration, de conception, qui a coûté très cher à la communauté de communes par ailleurs, mais qui est en place depuis maintenant 1 an avec des réalisations, des panneaux, un wagon qui a été reconstitué dans lequel démarre ce chemin de mémoire qui sillonne sur 2 km dans la commune et juste en dehors de la commune pour aller à un lac qui était le lac de Gratadour, qui est toujours le lac de Gratadour, mais où allaient ces soldats se baigner, chevaucher, voilà. Et donc il y a des réalisations autres qui ont été conçues en fer vieilli, qui rappellent bon, toute une série de choses. Et je crois qu'il y a à peu près une trentaine de ces réalisations qui sont des panneaux, de ces conceptions voilà, qui permettent de suivre pas à pas cette épopée, ce parcours des soldats russes depuis leur arrivée jusqu'à leur départ en Algérie finalement. On ne peut pas dire que les habitants se soient emparés de cette question. Il y a une question d'ambivalence entre le fait que ce camp existe, il a encore une activité soutenue du point de vue militaire, avec des armées de différents pays qui viennent s'entraîner ici, la gendarmerie française s'y entraîne, et c'est un enjeu. C'est un enjeu pour la commune, c'est un enjeu pour les élus, donc il ne faut pas trop non plus dire du mal de l'armée, dire du mal... Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une adhésion à 100% des habitants de la commune dans tout ce travail de mémoire, mais en même temps, il existe chez certains. France 3, avant d'avoir fait ça, a fait un autre petit film qui dure 17 minutes et qui est fabuleux parce qu'il a été fait en 1977 et ils interviewent des gens qui ont connu l'existence des Russes en 1917. Ils leur posent la question, alors comment ça s'est passé? Et il y a 7 personnes qui sont interviewées, et c'est émouvant par moments ce qui est dit par ces gens-là. Le premier dit, quand ils sont arrivés, on a fermé tous les commerces et tout, et puis il a bien fallu rouvrir, alors on a ouvert les commerces, les bistrots. À cette époque-là, il y avait 110 bistrots dans une commune où il y avait 2000 habitants. Et tout s'est très bien passé et tout, et puis ils sont restés là quand même 3 mois, ils ont participé aux travaux des champs, puisque les hommes étaient au front, donc c'est eux qui remplaçaient dans les familles pour les blés, les foins et tout ça. Et donc il y a ces témoignages de ces 7 personnes qui disent oui, ils n'avaient plus rien, voilà, alors on les aidait un peu, qui montrent qu'il n'y avait pas du tout de rivalité, d'opposition, de pourquoi vous avez arrêté la guerre et tout. Non, ils comprenaient, parce que les Courdeviens, les hommes étaient, eux, au front, en train de se faire canarder. Donc ils comprenaient très bien que d'autres ne veulent plus le faire, ça, dans cette situation. Donc il y a beaucoup de témoignages qui ont été transmis sous différentes formes, et puis il y a des descendants, comme il a été expliqué, 400 sont restés en France, ont fondé des familles. Dans notre association, il y a une vingtaine de descendants qui sont des petits-fils, petites-filles, qui ont gardé des choses de leur grand-père, des témoignages qu'ils ont pu avoir quand ils étaient tout jeunes, ou alors des choses écrites, comme là, Jean Gavrilenko qui parle, qui a découvert le cahier de son père, qu'on a édité, qui est fabuleux, parce qu'il écrit tout depuis son départ jusqu'au 1er mai 1917. Donc il y a cette richesse qui nous permet d'ailleurs de sortir tous les 6 mois un cahier de notre association, qui est la Cantine 1917, où on publie ces récits de vie, ces témoignages, ces découvertes, et elles sont de plus en plus nombreuses. On a découvert des choses en Algérie récemment pour ces civils qui sont passés par là dans des conditions innommables et tout. Donc voilà, on veut faire vivre, on veut continuer à faire vivre cette histoire et on en tire un certain nombre de leçons aujourd'hui pour aujourd'hui. Quand des soldats décident d'arrêter de combattre, eh bien, est-ce pas la solution? Est-ce pas la solution? On a actuellement l'exposition du fond de taille. Ouais. Un micro peut-être pour être. Oui. Pardon. Oui, vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir, sinon je vous invite à y aller, l'exposition en détail. C'est une famille de photographes qui sont les successeurs de Nadar, qui a cessé ses activités en 1902. Et de taille, le studio de taille, Nadar de taille, est installé sur la Canebière.
justement à la jonction entre le groupe Saint-Louis, Courbelzins et ce studio est réputé, et on le voit, le fond est gigantesque, hein, c'est peut-être 1 million d'images. On est en train d'en faire comme ça quelques explorations, et l'exposition ne présente que 240 images qui traversent déjà 150 ans de l'histoire de Marseille et de l'histoire de la photographie. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des images dans ce fond, de l'arrivée du corps à Marseille, enfin, en tout cas, c'est une piste pour nous. Dans nos explorations, on va aller voir un peu dans les plaques de verre du début du siècle. Là, on est plutôt sur un traitement un peu conservation du fond, parce qu'il est dans un état, comment dire, variable. Mais je demanderai à mes collègues d'être attentifs à des images de 1916 et prises sur la Canebière, justement. Je serai, si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra alimenter peut-être votre documentation avec des images faites par un studio marseillais de l'arrivée. Ouais, on va voir ça. Il se trouve que je m'appelle Michel Barbe, j'étais professeur d'histoire-géographie au lycée Nord à Marseille, et j'ai découvert l'existence des Russes en France qui débarquaient à Marseille, non pas par, comment dirais-je, l'actualité, mais j'ai découvert le bouquin de Rémi Adam qui m'a ouvert la porte à cette existence de ces Russes qui venaient. Et comme j'avais des choix politiques, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs avec le 4e international trotskiste, je me suis rendu compte que l'arrivée des Russes à Marseille s'était traduite par une exécution, je ne dirais pas un assassinat. C'était les Russes ont exécuté un de leurs officiers, le colonel Creus, et que cette exécution, qui était une sorte de, comment dirais-je, de réaction vis-à-vis des soldats par rapport à la haine qu'ils avaient dans les officiers de l'armée russe, qui les dirigeaient de manière tout à fait absolument extraordinaire. Et donc, par conséquent, le résultat ayant été l'expulsion de Léon Trotsky de Paris, où il était un réfugié et où il était le responsable d'un journal russe en russe, qui n'était pas lu par les Français, par aucun soldat français, par des Russes, ça m'a incité à prendre en charge la compréhension de cette situation tout à fait extraordinaire, parce qu'il y avait un silence total. Le professeur d'histoire-géographie que j'étais, membre de l'association d'ailleurs des professeurs d'histoire-géographie, il n'y avait absolument pas le moindre indice de l'existence de ces Russes sans aucun manuel. C'était un silence presque jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ça m'avait donc tout à fait intéressé, et j'ai enseigné cela aussi à mes élèves, de l'existence de ce contingent, d'autant qu'à Marseille existait, c'est la patrie de Jules Guesde, il y a une station de métro de Jules Guesde, il y a une place Jules Guesde, il était un des camarades de Léon Trotsky quand Guesde était un marxiste révolutionnaire. Avec Trotsky dans l'international socialiste, ils se disaient tous, connaissaient tous, par conséquent, et il est donc expulsé de France pour étant une exigence du tsar, de la police du tsar, de faire fuir Trotsky. Donc voilà pourquoi ici, je me suis rendu d'ailleurs à la Courtine ensuite plusieurs fois, et j'ai adhéré à la Courtine 17 jusqu'à aujourd'hui, et je reçois toujours des documents. Merci. Oui, voilà, je me présente, je suis Philippe Loutzeff et je suis président d'une association, les Amitiés Russes de Provence à Toulon. Et il y a 10 ans, on avait fait une exposition et des conférences justement sur la venue du corps expéditionnaire russe à Marseille. Alors, je vais être bref, quelques indications qui sont, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin du film, il y a une photo de groupe de soldats russes qui fêtent le 10e anniversaire de la Révolution. Je ne sais pas si vous avez noté le costume, le visage de ces gens-là. Franchement,
pour des simples soldats, c'était des soldats qui quand même avaient de la classe. Et en préambule, vous aviez dit que donc, les Russes voulaient amener en France des soldats représentatifs de la nation russe. Et en réalité, c'est Nicolas II qui a voulu envoyer en France des soldats qui avaient un gabarit physique, 1m80, blond, les yeux clairs, et surtout, il voulait que tous ces soldats qui étaient envoyés en France sachent lire et écrire. C'est curieux, c'est que c'était pour donner une belle image de la Russie. Et c'est pour ça que quand j'ai vu cette image de ce groupe que je ne connaissais pas, c'est vraiment représentatif. Alors, nous, dans notre association, nous avions 3 personnes dont leur père avait été, faisait partie donc, de ces contingents de soldats. Il y en a 2 qui étaient en Algérie. Alors en Algérie, il y en a un qui était un mitrailleur qui était venu à Brest. Ensuite, il a embarqué à Toulon parce qu'il y a de nombreux soldats qui sont partis à Toulon pour le front de Salonique. Et donc il a été blessé là-bas. Ensuite, il a été soigné à Corfou. Et après la Révolution, il est allé en Algérie. Alors en Algérie, eh bien, son fils me disait que son père a été envoyé dans un tout petit village où il fallait qu'il pointe à la gendarmerie tous les 15 jours, où il avait interdiction de voyager en Algérie, tout simplement parce que les autorités françaises se sont toujours méfiées de ces réfugiés russes. Et donc, ils les ont contrôlés, et quand on a vu que c'était quelqu'un qui était correct, donc il n'y a pas de problème, et ensuite il est allé à Alger, et donc il a travaillé. Bon, il y en a un qui était tailleur, il y en a un qui était épiniste, et l'autre qui était ouvrier agricole. Et tous les 3 sont venus après habiter dans la région de Toulon, donc après l'Algérie française. Et c'est vrai qu'à Toulon, l'immigration russe, il y a eu une immigration russe à Toulon dans les années 20, mais qui a été très très limitée parce que Toulon était un port militaire. Il y avait 14 000 ouvriers qui travaillaient donc, au chantier à l'arsenal militaire, et la police française ne voulait pas que viennent des agitateurs politiques à Toulon. Donc l'immigration a été limitée et il fallait montrer un curriculum vitae. Alors c'est assez curieux qu'à Toulon, bon, moi je suis né à Toulon, je suis né en 1950, mon père a quitté la Russie en 1919, il était médecin à Toulon, et j'ai connu tous ces vieux Russes qui avaient tous des noms pas possibles, de la grande histoire russe et des noms très simples. Voilà. Donc, au sujet du film, il y avait aussi, on dit que les soldats, ils avaient chaud à bord des bateaux, et donc ils allaient sur le pont pour se refroidir. Et en réalité, enfin, moi, dans les témoignages de mes adhérents, eh bien, il me disait que son père se plaignait parce que justement, en traversant les mers chaudes, eh bien, pour aller sur le pont, c'était à tour de rôle pour éviter qu'un sous-marin allemand qui gravite dans le coin se rende compte qu'il y avait un bateau, un bateau commercial sans trop d'importance et qui peut-être ne valait pas une torpille, puisse continuer sa route. Et donc il a vraiment souffert de la chaleur. Ensuite, sur la... enfin, bon, ça n'a rien à voir avec le corps expéditionnaire, mais vous aviez parlé tout à l'heure en ouverture du mois d'août 1914, où on parlait des troupes russes, qu'il y en avait 60 000 qui débarquaient, que c'était... Mais en réalité, ce qu'on ne sait pas ou on ne dit pas, c'est que la France n'a pas gagné la victoire de la Marne. Les Allemands avançaient. Les troupes, le gouvernement français avait commencé à partir sur Bordeaux. Ils avaient nommé un général, je ne sais plus trop qui était ce général, gouverneur de Paris. En réalité, c'était pour gérer la reddition de la ville de Paris pour pas qu'elle soit détruite. Et le gouvernement français a insisté, mais vraiment lourdement auprès des Russes, pour qu'il y ait une contre-attaque. Les Russes, avec tous les problèmes de mobilisation qu'ils ont eu, n'étaient pas prêts à une contre-attaque. Mais pour sauver Paris, ils ont fait une contre-attaque qui a été assez catastrophique pour les Russes. Les Allemands ont été surpris par cette contre-attaque, et du coup, ils ont retiré les troupes
du front français de la Marne pour les envoyer sur le front russe. Et les troupes allemandes se sont arrêtées là. C'est pas une victoire française en réalité, quand Joffre dit ils ne traverseront pas la Marne, etc. Mais en réalité, non. Hein, ça a été grâce aux Russes. Grâce aux Russes que Paris n'est pas tombé. Et ça, moi, j'en suis persuadé, et c'est peu connu. C'est peu connu, tout simplement, parce qu'on ne veut pas dire que c'est les Russes qui ont sauvé Paris. Et puis c'est comme, bon, à Verdun, il faut faire vite, c'est comme à Verdun, les Français ont gagné la bataille de Verdun, les Allemands gravissaient la montagne, les montagnes qui s'appellent Mort-Homme, et les Allemands gagnaient du terrain sur cette montagne, et en Italie, les Autrichiens se préparaient à débouler dans la plaine de Venise, et ça allait être donc une catastrophe pour Verdun et pour les Italiens. Et le gouvernement français avait demandé au tsar de faire une contre-attaque, et ça a été la fameuse attaque du général Broussilov, qui a été devancée de 2 mois plutôt que ce qu'il devait faire. Les troupes allemandes, quand il y a eu cette contre-attaque de Broussilov, ont retiré les troupes du front de Verdun, et la montagne Mort-Homme n'a pas été prise. Voilà. Écoutez, donc, voilà, et puis, dans mon association, j'avais la petite fille du général Ignatieff, qui était un des généraux qui a commandé le corps expéditionnaire russe en France. Et alors, pour la petite histoire, ce général, vous savez que dans l'immigration russe, dans les années 25, il y a eu des généraux, Koutiepov et Miller, qui ont été enlevés et assassinés par la Tchéka de l'époque. Et ces 2 généraux, c'était les présidents de l'association des militaires russes en exil, qui représentaient une force politique importante. Et donc le 3e, c'était le général Ignatieff par ordre de grade. Il s'était vite réfugié quand il habitait Paris, quand il a vu que donc Miller avait été enlevé, exécuté, il s'est vite réfugié à Cannes. Et les autorités russes en exil lui ont demandé de prendre la tête de cette association. Il a refusé, et dans la nuit, il est parti en cachette se réfugier à Tahiti. Et il a vécu à Tahiti jusqu'à la fin de sa vie, où il avait ouvert une épicerie russe où on pouvait manger de la matrouchka. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir organisé ce colloque, cette exposition, et félicitations aux organisateurs. Voilà, merci beaucoup. Les dirigeants du gouvernement français, quand ils passent l'accord avec le nouveau gouvernement soviétique, le gouvernement de Lénine à l'époque en 1919 pour le rapatriement de ces soldats, le gouvernement français fait un sondage parmi tous ceux qui sont en Algérie sur où souhaitent-ils être rapatriés, dans un port et une région tenus par les Blancs ou dans un port ou une région tenue par les Rouges. Et 95% des soldats qui sont en Algérie répondent « Nous voulons aller dans la Révolution et là où sont les Rouges ». Et effectivement, ils vont être rapatriés, la plupart d'entre eux, à Odessa. Sur ce qui s'est passé à leur arrivée, bon, on a quelques témoignages de soldats qui ont écrit dans les années 1930 là-bas, dont on a les traductions, on a fait les traductions. Certains sont rentrés dans l'armée rouge. On a connaissance, par exemple, d'un grand meeting qui s'est tenu à Moscou. Il y avait des Français à cette époque qui avaient été présents à ce grand meeting, où c'était Globa, le responsable du Soviet, pour fêter les 10 ans de 1917. Mais il n'y a pas énormément de témoignages de comment... bon, ils arrivent, on est en pleine guerre civile, qui va se terminer en 1921, et bon... Il y a énormément de problèmes qui se posent, il y a la faim, il y a des affrontements dans tout le pays entre les différentes armées, les blancs, les rouges, les verts également. Et c'est vrai que leur retour ne crée pas un événement majeur apparemment dans le pays. Je voulais vous faire une toute petite lecture de quelque chose pour précéder une vidéo qu'on va vous passer d'une chanson. Vous connaissez Henri Barbus, tout du moins de nom. Dans le livre Faits divers, qui est sorti en 1928, il décrit un certain nombre de choses, et en particulier
il décrit le moment de l'assaut le 16 septembre à 10h du matin. Et il le fait avec un lyrisme dramaturgique assez extraordinaire, quand les premiers obus vont être lancés sur les butins. Je vous dis ça, vous allez voir pourquoi. Alors il écrit « La foule des soldats est hérissée de drapeaux rouges. Lorsqu'ils sont venus en cortège au lieu de réunion, ces drapeaux qu'ils tenaient poussaient leur foule comme des voiles. Les orateurs crient en plein air et finissent tous leur discours de la même façon. Nous voulons retourner en Russie, et cela seulement. Nous voulons aller dans la révolution. » Un autre dit « Nous sommes ici 11 000. » Un homme doucereux insinue « Il vaudrait mieux céder et se rendre. » Tous ont une seule voix pour crier « Non !» La voix de tous ajoute « Nous mourrons pour le drapeau rouge. » Ils chantent la Marseillaise et l'Internationale. À 10h moins 5, le meeting cesse, la musique joue une marche funèbre, il y a à l'horizon un grondement sifflant, puis un volcan éclate parmi les hommes sur la terre. 2 musiciens sont tués et s'écroulent, les autres à côté des villes continuent à jouer, on voit tomber les formes humaines dans la fumée gesticulée des agonies. Des éclairs et des tonnerres arrivent de tous les points du ciel. Ce chant de massacre est en France, dans la Creuse. Ces hommes sont des soldats russes, leurs ennemis, leurs vainqueurs, ce sont des soldats russes et des soldats français. Je vous cite ça parce qu'il parle de premier coup de canon, premier obus tombé sur le camp, il chante la Marseillaise. Il chante la Marseillaise des travailleurs, qui, à part l'air, n'a pas grand-chose à voir avec les paroles de la Marseillaise que vous connaissez, l'hymne français. Et nous allons passer cette chanson qui a été composée par le compositeur russe Lavrov et qui était un hymne anti-tsariste et qui a été l'hymne, je veux dire, populaire des travailleurs, l'hymne révolutionnaire jusqu'à 1917 où il a été après suppléé par l'Internationale.
les sacrifier. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, tant d'espérance que ce soir viendra la reine que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasse rallié qui vient pour nous remplacer. Nous sommes semblants sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Tous vieux de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter au tranché pour défendre leur rien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Vous n'êtes pas au monument aux morts. Vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes morts et 2 fois morts. À vos petits-enfants, l'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Putain de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelle faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle, au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie. Butin de 1917.
avant l'attaque, enlever les cercueils. Et vous coupiez votre pain sur leur planche. Tout juste, si le crêpe à votre manche, d'attendez votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait devant l'uniforme, butin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ces Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française rêvait de faire comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause, sans doute avoir le train où vont les choses. Putain de 1917, putain de 1917. Tout à l'heure, on vous a fait passer la Marseillaise des travailleurs russes. Il se trouve que la Marseillaise a eu également d'autres interprétations. Par exemple, le 1er janvier 1918, quand les régiments noirs de Harlem débarquent à Brest, ils jouent en jazz la Marseillaise, et c'est la première fois que le public français entendait ces sonorités, et c'est avec la fanfare des Hellfighters que pendant des mois et des mois, ils ont appris en France, par les différents concerts donnés par cette fanfare de soldats noirs, ce qui était le jazz. Il se trouve qu'un ami à nous, poète, Yves Lecard, qui sera là demain pour interpréter des histoires et des contes, qui est de la région sud-est, ouais, a composé sur l'air de la Marseillaise une chanson qui s'appelle La Fraternelle, qu'on vient, je crois, de vous distribuer, que vous pourrez chanter avec nous, mais Loïc l'a orchestré, si je puis dire. La Marseillaise est une magnifique partition, mais c'est une partition voulue avec un élan militaire, des accents militaires. Alors, on s'est dit que pour chanter des paroles aussi fabuleuses que celles qu'a écrit Yves Lecard, c'était pas très facile de chanter sur une telle logique harmonique. Alors, on va lui casser un peu son rythme, vous allez très vite vous y faire. On l'a mise à 3 temps, je la joue comme du valse. Vous allez là, on en fait une valse, et vous allez voir que ça passe drôlement bien. Ah, si on pouvait apprendre celle-ci à tous les enfants dans les écoles, qu'est-ce que ce serait chouette. Votre
major a peur. Il faut vite isoler et mater les meneurs. Au camp de la Courtine arrive un 26 juin 10 300 soldats gardant leur arme au poing. Durant quelques semaines, avec les habitants, des amitiés se nouent dans le travail au champ. Les soldats en soviet expulsent leurs officiers, réclament de revenir d'où on les a chassés. Boucherie de 14-18, échangée contre des fusils. Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? L'assaut est décidé. Fin de l'ultimatum. Les chefs, les gradés d'un côté, les canons. De l'autre, la Marseillaise, chantée par les mutins cernés dans la fournaise, dans un village creusois tragique mois de septembre, où par milliers des hommes refusèrent de se rendre. 2 jours de canonnade, 800 obus tirés. Et l'on voudrait nous faire croire qu'il n'y eut que 9 tués. Boucherie de 14-18, échangée contre des fusils. Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un boucher? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un boucher? Ce qu'on ne doit pas refuser les ordres militaires, exiger le parti, se battra avec leurs frères. Combien de survivants, combien d'emprisonnés, combien sont revenus de longs travaux forcés, sentons-nous ces peurs de ces révolutionnaires. Nous sommes aujourd'hui leur seul dépositaire. L'histoire des mutins, c'est celle du pacifisme des peuples laborieux contre le capitalisme. Boucherie de 14-18, échangée contre des fusils. Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un boucher? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau d'un boucher? Skoro idzie, muzika. Skoro idzie, muzika. Bien, merci